Messieurs, nous allons vivre un moment solennel puisque vous allez signer le manifeste 4 clés pour accompagner la décarbonation des équipements de construction. Alors, vous êtes là, finalement, j'allais dire les cinq présidents, finalement. Alain Grisot, le président de la FNTP, Philippe Coé, qui est président, lui, du syndicat DLR, c'est la Fédération des entreprises du secteur de la distribution, de la location, de la maintenance des matériels, Jean-Claude Fayat, qui est le président d'Evolis, qui fabrique des systèmes de personnalisation et d'émission décentralisée de cartes plastiques. Olivier Saleron qui représente... Non, non. Ah non, c'est pas lui. Si. Mais moi, non, c'était pas. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Non, Evolis, c'est le syndicat qui représente les constructeurs de biens d'équipement en France. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Autant pour moi, Jean-Claude. Olivier Saleron, FFB, c'est bien, c'est bon ça? Ça c'est bon ça. Bon, ça c'est bon. Voilà. Et David Guillemard, président du CEMAT, le syndicat des entreprises internationales de matériel et services de travaux publics. Alors, ce manifeste, 4 clés pour accompagner la décarbonation des équipements de construction. Peut-être Jean-Claude Fayat, vous qui c'est un peu vous qui êtes le maître d'œuvre de ce manifeste. Qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste? Écoutez, l'idée elle est partie du fait que quand on s'est posé la question d'Intermat, qui avait quand même été interrompu pendant 6 ans, c'est de dire comment on repositionne ce salon et quelles sont les forces que l'on a en France qui justifient un salon comme ça. Et entre autres, on s'est dit, une des forces en France, on est en avance par rapport aux pays qui nous entourent en Europe sur la décarbonation et la digitalisation. Et c'est pour ça qu'on a tous ensemble, et c'est bien, on a dit qu'il faut en faire un salon de filière où on va tous ensemble mettre en avant ce sujet de la décarbonation. Oui, parce qu'on n'insistera jamais assez là-dessus, et là j'aimerais bien avoir votre avis à tous les 5. Vous l'avez dit, dernier salon 2018. On est en 2024, et j'ai envie de vous dire, depuis, tout a changé. Préhistoire. Voilà, mais c'est ça. 2018, la préhistoire, le monde a changé, c'est-à-dire la décarbonation, les nouvelles technologies, et surtout, commençons par là déjà, sur ce plan-là, et après j'aimerais qu'on vienne à ce que vous avez dit qui était très important, c'était cette idée qu'avant Intermat, il y avait finalement toutes les filières qui étaient là, un peu les unes à côté des autres, et maintenant, ce qui est la recherche de cette économie de la solution, un petit peu si vous voulez, Intermat, comme la plupart des salons, c'était un salon d'équipement. On présentait les équipements. Mais ce n'était pas forcément la filière qui était là, unie. Et l'idée, c'est d'en faire quelque chose où c'est la filière qui se retrouve sur Intermat et non pas que des équipements. Alors, certes, on monte des équipements, mais le but, c'est de montrer la filière. Mais justement, sur ce changement d'époque, Alain Grisot. D'abord, je finis de répondre par ce que vient de dire Jean-Claude. Parlez bien chacun devant votre micro. Ouais, c'est un engagement commun. C'est un engagement commun, cette filière, c'est de montrer que nous sommes tous engagés dans cette décarbonation. 2018-2024, je dirais que ça fait un siècle de transformation en si peu de temps. D'abord, il y a une prise de conscience qui est faite. En 2018, on était au balbutiement, on savait qu'il y avait une problématique d'émissions de gaz à effet de serre, mais encore, on n'avait pas pris à bras le corps le sujet. Et ce sujet est arrivé. Donc il est important pour nous de montrer, et un salon comme celui-ci, c'est les évolutions, et montrer où nous en sommes. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et au-delà de l'engagement que peuvent porter les constructeurs, il est important que les usagers, c'est-à-dire ceux qui utilisent le matériel, et notamment nos fédérations, que ce soit la mienne au niveau des travaux publics, c'est s'engager et engager toutes nos entreprises derrière dans cette décarbonation. Et c'est pour ça qu'il est très important que nous soyons là. Olivier Saleron. Écoutez, déjà merci à Jean-Claude Fayat d'avoir, et aux organisateurs d'avoir ressuscité ce salon, parce que oui, 2018, c'était il y a 6 ans, donc la préhistoire au niveau de cette psychologie de la transition environnementale. Bien sûr, ça faisait quand même plusieurs années et des décennies qu'à la Fédération française du bâtiment, on avait pris cette dimension. Mais là, évidemment, avec le Covid et tout ce qui s'est passé derrière, ça s'est accéléré. Cette filière, moi, j'en fais la promotion. Évidemment, on est là tous les 5 aujourd'hui. Les constructeurs français, on parle beaucoup
beaucoup de réindustrialisation. Alors aujourd'hui c'est international, bien évidemment, il suffit de regarder les annonces et les pancartes des uns et des autres, mais on est là aussi pour soutenir cette filière de réindustrialisation française, très fière aussi. Nous les utilisateurs, ben oui, la Fédération française du bâtiment, c'est 800 000 salariés, 50 000 entreprises, des petites, des moyennes et des très grosses. Et c'est surtout des utilisateurs de tous les matériels que l'on voit là. À mes côtés, j'ai Christophe Ossémé, le président de nos maçons, donc grosse filière à la FFB. Ben oui, les utilisateurs sont là, font cette promotion de cette décarbonation, non seulement des matériels, mais, et ce n'est pas la question aujourd'hui, mais sachez que la France aussi est précurseuse au niveau de la rénovation énergétique, mais aussi de la construction durable, parce que nous sommes champions du monde avec la RE 2020, que l'on a retravaillé il y a quelques années, et que l'on commence à digérer, évidemment, de l'obligation de construction mondiale. C'est-à-dire on est, en tout cas, on a la médaille d'or, donc là-dessus, continuons, et que si ça peut découler sur les matériels et les matériaux, eh bien, on sera toujours moteur là-dessus. Alors, Philippe Coé, entre les utilisateurs de matériaux, les fabricants de machines, etc., vous les loueurs, vous êtes un petit peu au cœur de tous ces changements. Comment vous les vivez ? Alors, on les vit très bien, même si ce sont des défis multiples. On parle de toutes ces grandes transitions, écologiques, énergétiques, numériques et puis aussi sociétales. C'est clair que les loueurs et les distributeurs réparateurs que nous représentons sont aujourd'hui pris entre une offre de plus en plus copieuse de matériel compatible avec ces objectifs de décarbonation, électriques ou d'autres qui viennent, et en même temps des chantiers qui ont besoin de faire face à tout ça. Donc nous, on accompagne cela. Ça a déjà démarré, une part importante des flottes de matériel de location sur peut-être plutôt le petit matériel sont déjà électrifiés. On voit ça dans la vie de tous les jours. Il y a eu des gros progrès sur tout ce qui est durée de vie des batteries, capacité de recharge, etc. Donc c'est en route. Donc on va accélérer ça. Et c'est vrai que sur le matériel, il va falloir qu'on regarde le matériel plus lourd. Il va falloir qu'on regarde comment réduire l'empreinte carbone des chantiers. Alors il y a déjà un défi, c'est que tous les vieux matériels, c'est les matériels de durée de vie très longue. Il y a chez des loueurs ou chez certains de nos clients maçons, constructeurs, il y a encore des vieux matériels qui ne sont même pas aux normes de pollution des moteurs diesel les plus récentes. Et rien que ce mouvement-là va nous permettre de réduire l'empreinte carbone des chantiers. Et ensuite, dans nos flottes, il va falloir que l'on transforme progressivement l'offre locative avec des matériels modernes. Mais ça va amener beaucoup de défis, un défi évidemment financier, un défi aussi humain, parce qu'une machine décarbonée, elle n'utilise pas les mêmes technologies, elle n'a pas les mêmes besoins de maintenance, elle n'a pas la même durée de vie. Donc tout ça est un défi important. Mais on est au cœur de la préoccupation. Je voudrais féliciter la proche filière, parce qu'on voit bien que ce n'est pas uniquement le souci d'un acteur qui va s'adapter à son environnement, c'est vraiment tous ensemble, avec les constructeurs et nos utilisateurs, que nous, DLR, on va devoir s'adapter. David Guimard, vous, c'est pareil. Vous étiez là? Non, parce que vous êtes... Enfin, je voudrais pas... mais vous êtes le plus jeune de la bande. Vous étiez là, vous, déjà, en 2018 Oui, j'étais là. Et effectivement, 6 ans entre 2018 et 2024, Olivier parlait d'un siècle. Et pour nous, en tant que constructeurs, alors on représente au sein du CEMAT l'ensemble des constructeurs mondiaux, c'est des vrais défis qu'on a de faire en 6 ans ce que d'autres industries ont fait beaucoup plus longtemps en termes de transition. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du stage 5 qui sont les normes des machines actuelles. Mais notre enjeu en tant que filière, c'est aussi de faire en sorte que la voie long terme, on parle d'électrification des machines compactes, mais on parle aussi de l'hydrogène, on parle aussi de l'électrification des grosses machines, puisse se faire, mais pas demain ou après-demain, mais maintenant. Et donc c'est notre vrai enjeu de pouvoir démontrer en tant que constructeur que ces solutions qui ont été démontrées dans des secteurs connexes, comme l'automobile, comme le poids lourd, eh bien dans notre filière, construction, bâtiment, travaux publics, ces solutions existent déjà. Et donc cet enjeu de faire en quelques mois ce que d'autres industries ont su faire en plusieurs années, c'est notre enjeu et la décision de le faire en filière est la bonne. Et effectivement, Jean-Claude Fayat mettait en avant ces sujets autour des industries et des enjeux autour des industries en France. Mais n'oublions pas que l'enjeu est aussi mondial parce qu'on reste au final, en tant que constructeur, sur des marchés qui sont des marchés mondiaux et chacun définit sa propre feuille de route de décarbonation, plus ou moins ambitieuse, et on a cette chance en France d'avoir une ambition très forte sur ces sujets-là. Et donc l'enjeu de notre filière, c'est aussi de mettre en avant
les réponses pour pouvoir, de manière très pragmatique à court terme, faire en sorte que les utilisateurs, et c'est en ça d'avoir cette approche de filière, nous permet à la fois, nous constructeurs, mais aussi utilisateurs, de savoir quels sont les pas que l'on doit faire maintenant tous ensemble. Machine, service, tous ensemble. Alors, Jean-Claude Fayat, ce manifeste s'appelle « 4 clés pour accompagner la décarbonation des équipements de construction ». Est-ce que vous pouvez nous présenter finalement ces 4 clés? Ah ben oui, je vais reprendre. Bien sûr. Parlez bien dans votre micro, Jean-Claude. Alors, pour la décarbonation, il y a d'abord d'adapter la bonne énergie, parce qu'on parle effectivement beaucoup, notamment en France, Oui. d'électrification. Est-ce que c'est la seule solution? Certainement pas. Et les solutions, elles sont multiples. Et donc, c'est d'adapter la bonne énergie à la bonne utilisation. Et comme je dis souvent en plaisantant, la meilleure énergie, d'abord, c'est celle qu'on ne consomme pas. Oui. Oui, et si je peux Allez-y, juste, bien sûr. amener un point essentiel. David Guilin. Par le passé, en tant que constructeur, on vendait une machine et le client connaissait parfaitement son usage et de manière très simple, l'énergie arrivait au chantier. Et par définition, nos machines ne vont pas à l'énergie, c'est l'énergie qui doit venir ici. Et donc c'est aussi autour de ce sujet, quand on parle de la bonne énergie, économiser l'énergie, c'est de savoir quel est l'usage que l'on a et quelle est la meilleure énergie en fonction de l'usage. Les choix, ils sont multiples. Oui. Il n'y a pas de bon choix, c'est une multiplicité de choix. Et la petite plaisanterie que je faisais, ça nous amène au second point qui est aussi comment j'économise de l'énergie. Parce qu'effectivement, encore une fois, l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, c'est comment, nous ensemble, parce que ce n'est pas qu'un problème de constructeur, c'est entre autres un problème de constructeur, mais c'est un problème d'utilisateur. Et donc, comment on va économiser cette énergie et justement en utilisant des choses qu'on met en place, l'éco-conduite, mais comment on forme les opérateurs, ce qui est notre rôle en tant que constructeur, mais c'est un travail de filière. Ah, c'est là que le numérique va beaucoup aider. Hein, le start and stop, le numérique, arriver à modéliser l'intelligence artificielle sur les chantiers pour faire en sorte que l'usage soit déjà adapté à cette raréfaction des énergies dans laquelle on va devoir faire face. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On a l'image de la machine dont le moteur reste en activité alors que la pelle n'a pas de travail en cours, avec des panaches de fumée qui sortent d'une grosse pelle. C'est des choses qui vont complètement disparaître. On va avoir une exigence sur l'usage et le numérique va beaucoup nous aider. Et Olivier Saleron, Alain Grisot, Oui. on voit bien que, si on part du principe qu'il va falloir économiser de l'énergie et être plus économe, bon, ok, les machines c'est bien, mais c'est loin d'être le seul levier d'action. Il y a les hommes. Les hommes, c'est la formation. On vient de citer l'éco-conduite, en est une preuve. La rationalisation des chantiers, on vient de le dire aussi. Le numérique va apporter de la rationalisation sur l'économie circulaire qu'on peut faire sur les chantiers. Donc tous ces éléments-là, et c'est pour ça que ce raisonnement de filière est important, parce que c'est à la fois travailler avec nos industriels pour nous mettre les outils en adéquation, ce que vient de dire monsieur sur le fait de la conception des machines et leur finalité, et derrière nous, de concevoir les projets pour faire derrière ces économies-là. Aujourd'hui, économiser du charroyage sur un chantier de transfert de matériaux, c'est autant d'économies d'énergie économisées. Donc c'est vraiment une solution globale, et une solution globale, mais pas unique. Et là, je reviens à ce que vient de dire Jean-Claude Fayat, c'est que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour le mode de constructif, etc., c'est un ensemble de solutions qui doit être porté et non pas simplement une solution unique. Oui, ce qu'a essayé de faire les loueurs il y a plusieurs années d'ailleurs, qui commençait à fonctionner, c'est le timeshare, c'est-à-dire on partage les outils. Et aujourd'hui, les matériels qui ne servent pas pendant des heures et des heures, aujourd'hui vont être optimisés. Donc c'est toute une organisation de chantier qui va changer. On a déjà le quart d'heure sécurité quasiment tous les matins sur chaque chantier. Il y aura peut-être les 10 minutes, le quart d'heure, pour bien imbriquer l'utilisation de machines fortement énergivores et pour les partager au milieu du chantier. Donc beaucoup plus d'organisation, vous l'avez tous cité, l'intelligence artificielle, le numérique, la maquette 3D, non seulement pour les bâtiments, mais aussi pour l'environnement, qui va aussi aider et qui va nous aider aussi à optimiser l'utilisation de ces machines, donc de l'énergie. On a vu déjà qu'il y a des stockages, on l'a dit tout à l'heure, qui sont amenés sur le chantier. Ce sera aussi des emplacements centraux qu'il va falloir aussi aménager, parce que oui,
on va partager, mais on va continuer à consommer un petit peu quand même. David Oui. Limer. Oui, en fait, on parle des machines, des hommes en point central, et l'enjeu aussi autour de économiser de l'énergie, c'est comment faire que ces deux points se relient de manière efficace. Et pour être très clair, on parlait de service, alors je ne vais pas vous parler du service après-vente, hein, c'est le service d'hier, c'est le service à valeur ajoutée. Et en fait, autour de ça, c'est par exemple autour des opérateurs, comment les aider autour des chantiers d'être plus efficaces, tant en termes d'efficience, mais aussi d'utilisation des machines et comment la partie nouvelle technologie va aider à améliorer la qualité des chantiers. Et c'est des vrais sujets qui nous permettent aussi d'économiser de l'énergie. On parlait tout à l'heure du start and stop, on n'est pas sur quelques pourcentages, on est sur plus de 20% d'économie d'énergie grâce à ce sujet, ne serait-ce que d'expliquer à l'opérateur comment ces nouvelles technologies peuvent aider la machine et l'interconnexion entre la machine et l'opérateur pour améliorer l'économie d'énergie. Et puis après, on a naturellement toutes les nouvelles technologies, mais reprenons aussi dans le centre l'opérateur et l'interconnexion machine-opérateur. On continue de dérouler nos 4 points, On était sur le Jean-Claude deuxième Fayet. point, on arrive au troisième point qui est la formation. Exactement. Ouais. Parce que je pense que nous tous, en termes de filière, on a des problèmes de recrutement. Or, on fait une profession qui est formidable. Alors, je suis suspect quand je dis ça parce que je suis partisan, évidemment, mais je pense qu'on est capable, dans toute notre filière, vraiment de donner des choses très intéressantes aux jeunes en termes de responsabilité, mais justement en termes de décarbonation aujourd'hui et en termes de digitalisation qui attire les jeunes. Et là, il faut qu'on fasse un vrai effort. En plus, on a les filières de formation en France. On a des filières de formation d'excellence, y compris en conducteur d'engin. Et donc là, ensemble, la filière, il faut aussi qu'on travaille là-dessus. Et donc, cette charte, elle en fait partie parce que c'est sous-jacent des deux premiers points. Moi, j'avais quand même, sur l'attractivité, mais vous avez plus que raison quand vous dites finalement, il n'y a pas beaucoup de métiers plus attractifs aujourd'hui. Parce que quand vous mettez bout à bout quand même, honnêtement, les salaires, bon, Oui. vous regardez, vous êtes quand même sur des secteurs dans lesquels les salaires sont loin d'être indécents. C'est plutôt bien payé. Vous dites la technologie. Moi, je suis frappé de voir que quand on pense aux secteurs dans lesquels la combinaison homme-machine paraît la plus prometteuse, c'est votre secteur. Parce que toutes les études qui sont faites, par exemple, sur l'intelligence artificielle, vous dites, mais attendez, il y a des métiers qui vont disparaître complètement. Si on regarde vos métiers du bâtiment et de la construction, c'est pas beaucoup. Une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas de chauffeurs routiers aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que dans 10 ans, les camions seront conduits automatiquement. Si vous mettez en plus de ça le métier qui a du sens, c'est-à-dire on va vers la décarbonation en construit, si vous mettez à côté de ça le fait que c'est quand même une des rares filières qui vous permet de travailler partout sur le territoire, peut-être dans un endroit où vous avez, près d'un endroit où vous avez envie de vivre, vous vous dites, mais finalement, il n'y a que des aspects positifs. Et j'ajoute, avec ces technologies, et je ne suis payé par personne pour recruter, je pourrais être sergent recruteur. Mais, non, mais si vous ajoutez en plus tous les progrès qui ont été faits et qui vont encore être faits en matière de pénibilité de ces métiers, franchement, vous avez un boulevard pour recruter, non ? C'est ce qu'on essaie de dire en permanence d'ailleurs quand on vient à vos émissions. Oui, cette philosophie, on va sauver la planète. Le BTP est, soi-disant, mais c'est vrai, responsable des 40% à la fois la construction, mais surtout l'utilisation. C'est l'utilisation, l'usage qui consomme beaucoup. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Donc les jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont, nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes ? Eh bien oui, il faut décarboner la planète. Et donc ça a un sens. Vous l'avez dit, sur l'attractivité, sur la pénibilité aussi. Je veux dire, les exosquelettes existent, beaucoup de choses sont améliorées, ne serait-ce que les matériels et les matériaux aussi. Et puis le résultat est que quoi ? Eh bien, on a atteint les 100 000 apprentis cette année dans le BTP, plus 30 ou 40 000 apprentis en quelques années seulement, plus 70 000 qui se trouvent, ou 80 000 en lycée professionnel. On a, un peu moins de 200 000 étudiants dans le BTP, que ce soit en formation initiale et de plus en plus en formation supérieure, des ingénieurs, etc., etc. Donc on le voit, on a tous les atouts, vous avez raison, et c'est à nous aussi de les promouvoir. Alain Grisot. En complément de ce que vous dites, c'est vrai que nous avons des métiers attractifs et nous en sommes conscients. D'ailleurs,
on veut le sceller par un accord de branche. Nous avons engagé, et je peux vu dans la presse depuis une semaine, une négociation avec les organisations de la branche pour négocier justement cette attractivité. Et nous espérons aboutir, on est qu'au début, mais nous espérons aboutir à ce côté de façon à sceller ce que vous venez de dire. C'est-à-dire donner de l'envie et de l'espoir à nos nouvelles générations pour rentrer dans nos métiers. Les rassurer sur ce que vous dites. L'IA ne remplacera pas l'humain demain, mais par contre l'IA contribuera à votre bien-être. Que les salaires, mais bien sûr, il y a un niveau de salarial qui est là, il y a un niveau sur l'amplitude horaire qu'il faut changer, parce qu'on a beaucoup décrié nos métiers, que ce soit du B ou du TP, par le fait que nous sommes des métiers pénibles, qui sont à l'extérieur, on est soumis aux chaleurs, aux intempéries, etc. Tout ça, on est en train de montrer que nous nous sommes adaptés. Nous avons adapté nos moyens de production, nous avons adapté tout ce qui est protection de nos salariés. Donc tout ça, on veut le sceller dans un accord. Et c'est pour ça qu'on est rentré en négociation. Et c'était une première dans un secteur comme le nôtre de négocier l'attractivité des métiers. Philippe Coé, sur le rapport homme-machine. Cette transition, ces défis, c'est une opportunité fantastique. Je suis d'accord avec vous, de faire en sorte que ce métier autour du matériel change complètement. On a des machines maintenant qui donnent beaucoup de données, on va pouvoir modéliser. Un des défis de notre industrie, c'est sa diversité, c'est aussi son attractivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le répétitif. Chaque chantier est un projet en soi, il y a une flexibilité qui est indispensable. Et aujourd'hui, les data et l'intelligence artificielle qui va permettre de faire le tri et d'extraire les infos sur les data vont nous permettre d'avoir de nouveaux métiers, mettre beaucoup plus d'intelligence, qu'elle soit augmentée ou qu'elle soit complètement artificielle, mais en tout état de cause, ça va nous aider. Et l'aspect machine, les machines vont beaucoup s'intégrer à cela. On a énormément d'informations que l'on va pouvoir traiter et changer progressivement le profil, faire que ces chantiers soient plus productifs, soient plus propres, soient plus rapides, et que globalement l'impact sur le de la planète soit à la fin très positif, parce qu'on est quand même dans un métier où on construit, on fait aussi des choses pour l'avenir de la planète et de nos enfants. J'aurais voulu préciser. On parle, tout à l'heure, on parlait des machines de demain, d'après-demain, autour des nouvelles technologies. Sur ce pan de l'emploi, on est aussi sur des solutions d'aujourd'hui. Nos métiers aujourd'hui souffrent en termes de recrutement, que ce soit chez nos clients, que ce soit en termes de réparation. Et donc ces sujets, ce sont aussi des solutions d'aujourd'hui. Je voulais remettre ce point au centre aussi de nos sujets. On est en filière en train de travailler sur une vision de demain, mais nos sujets et nos solutions, elles sont d'ores et déjà immédiates et elles doivent rayonner d'ores et déjà maintenant. Mais, on a quand même l'impression que on est au devant dans votre secteur de bouleversements qu'on n'a pas connus depuis plusieurs décennies, parce que finalement quand on regarde l'évolution des chiffres de productivité du secteur, c'est le secteur qui a fait les progressions les moins spectaculaires, voire à peine des progressions. Alors il y avait beaucoup d'innovations sur les matériaux, etc. Et là maintenant on a l'impression que tout bouge, quoi. Les matériaux, les process, les compétences, c'est vraiment une révolution, alors j'ose pas dire sans précédent, mais enfin comme il y en a une par siècle. C'est un enjeu de comment arriver à faire passer nos métiers sur ce principe d'industrie. Et c'est vraiment le sujet sur lequel, à la fois autour des machines, à la fois autour des hommes et de l'efficience autour de ces deux sujets, comment arriver à faire passer nos chantiers dans des principes industriels. Et aujourd'hui, autour de ça, on a en plus ces enjeux de décarbonation. C'est ce qui fait que c'est passionnant. Jean-Claude, il nous restait un point à soulever, puisque vous nous avez donné 3 clés déjà, non, il me semble. Je vais arriver au dernier point, mais qui rejoint l'attractivité de nos métiers. Parce qu'en plus, nos métiers, on voit ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, quand on passe sur des chantiers, on voit nos machines, on voit les réalisations qui sont faites, et donc on voit ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est en soi une attractivité. Et le dernier point, effectivement, parce qu'aujourd'hui c'est très important, c'est d'arriver à la RSE et à l'économie circulaire. Et ça, c'est pareil, c'est un travail ensemble de filières. C'est pas les constructeurs de leur côté, c'est pas les utilisateurs de l'autre, c'est ensemble qu'on doit résoudre ce problème de RSE et d'économie circulaire. Et ça,
ça nous ramène aussi au point d'attirer des jeunes. Parce que ça, c'est extrêmement attractif pour les jeunes. C'est une préoccupation qu'ils ont et donc à laquelle on doit répondre, non seulement dans un souci, on va dire, de sociétal, mais aussi, nous, pour pouvoir attirer de la main-d'œuvre. Oui, La circularité, vous êtes tous concernés pour le coup. Oui. Oui, bien sûr, à la fois sur les matériaux, à la fois sur le matériel et interconnecté avec les enjeux de décarbonation, parce que c'est toujours très facile de produire une machine, mais une machine n'a pas qu'un usage. Et aujourd'hui, ces enjeux autour des multiplicités de l'usage, à la fois autour du reconditionnement, mais aussi autour de la recyclabilité de nos machines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de batterie. La batterie, c'est un asset ultra important. Alors on le voit très immédiatement en termes de valeur, la valeur immédiate payée par nos clients. Effectivement, ce changement énergétique va avoir un coût, mais cette batterie, c'est un asset très clair sur le très long terme. Il faut savoir qu'une batterie pour une machine, une batterie va tenir 2, 3, 4 cycles de machine. Et à la fin de ces différents cycles, on a encore des usages différents. On parle d'amener l'énergie sur les chantiers. Les solutions, c'est les powerbanks, c'est les batteries qui viennent se mettre à côté des machines. Eh bien, ces batteries-là viennent s'interfacer à nos machines. Donc, ces enjeux autour de l'économie circulaire, c'est dès le départ et c'est autour de cette longévité de nos machines. Olivier Salon, pour vous, la circularité, c'est quel enjeu? Les matériels, c'est comme les matériaux et c'est comme les constructions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit des bâtiments ou des aménagements, eh bien, on doit savoir que dans 30, 40, 50 ans, là où on va recycler les matériaux qu'on a utilisés, là où on va les réemployer, ou alors carrément, évidemment, les revaloriser. Donc là, aujourd'hui, on est là-dessus. Que ce soit pour les matériels, c'est la même chose. Chaque fois qu'on va construire en industrie un matériel quel qu'il soit, il faudra savoir qu'à la fin de sa vie, il faudra le recycler. Donc aujourd'hui, on est là-dessus. Le bâtiment est assez précurseur, vous savez. Alors, même si ça ne marche pas du tout en ce moment, mais je mets un pavé dans la mare, au niveau du recyclage, de la REP, de la fameuse REP, qui nous a été, dont on a décidé l'installation, eh bien voilà, mais il faut ce recyclage permanent. Aujourd'hui, on ne peut plus aller contre, parce que c'est de la décarbonation. Tout ce qu'on va réutiliser, évidemment, ça sera moins de carbone que l'on va insuffler dans l'atmosphère. Et là-dessus, il faut être, je veux dire, on est là, les Français, vraiment à la pointe, quasiment champion du monde, au niveau de cette réflexion. Alain Rizzo, vous confirmez? L'économie circulaire, d'abord, pour moi, ça sera moins de normes. Parce qu'aujourd'hui, dans les travaux publics, ça fait des années que nous recyclons. On n'est pas comme dans le bâtiment, ce n'est pas des matériaux industriels que nous utilisons, mais par contre des matériaux que nous extrayons sur place. Nous recyclons des routes, nous recyclons des terres, nous recyclons. Mais aujourd'hui, elle est bloquée, cette économie circulaire, par la norme. On est bloqué. On nous interdit. Je prends l'exemple des terres excavées. On sort 180 millions de tonnes par an de terres excavées. On peut à peine en utiliser un tiers. Parce que justement, la norme nous interdit, parce qu'il y a des dogmes à certains endroits, on ne nous laisse pas le choix. Il faut accepter aujourd'hui, dans cette économie circulaire, que nous soyons force de proposition. Nos entreprises ont du génie écologique chez elles, il faut qu'on les valorise. Et l'économie circulaire ne passera que si on dessert un peu certaines normes, que ce soit au niveau européen, dans la transposition française ou directement au niveau français. Merci beaucoup à tous les 5. Jean-Claude, on va gentiment tous se lever, se diriger vers le pupitre qui est derrière vous. Et donc, il revient à vous 5 de signer ce manifeste qui s'intitule, je rappelle, 4 clés pour accompagner la décarbonation des équipements de construction. Alors, messieurs, à qui l'honneur? Jean-Claude? Allez, Jean-Claude. Allez, c'est fait. Allez, Olivier.
Eh ben voilà, formidable. Alors attendez, parce qu'il y a évidemment le moment à immortaliser, parce que bon, la télé c'est bien, ça bouge, mais Jean-Claude, mettez-vous devant, et puis je vous propose de tous vous mettre autour, donc devant le pupitre, ce sera mieux pour la photo. Voilà. Absolument. Moi je viens là. Bon, moi je viens vérifier, et vous, allez-y. Voilà. Écoutez, c'est un moment important de vous voir réunis tous les 5. Je rappelle Philippe Coé, Jean-Claude Fayat, Olivier Saleron, Alain Grisot, David Guillemard pour ces 4 points majeurs sur la décarbonation. Et absolument, on peut vous applaudir. Voilà une belle façon de lancer cette première matinée d'Intermat 2024. Et on l'a suffisamment dit, première édition depuis 2018. Et entre-temps, le monde a changé. Et messieurs, manifestement, vous êtes prêts pour relever tous les défis de ce monde qui change. Merci beaucoup. Et on se retrouve cet après-midi pour continuer nos émissions. Je vous souhaite un très bon salon à tous.